Salut à tous, mon nom est Steve du Stand du Maple ou Quatoman ce matin, hein, c'est fatigué comme ça, comme mon gars m'appelle quand j'ai des couettes. Donc, nous revenons dans le top 100 pour les positions 70 à 61. Je vous incite à liker la vidéo déjà, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite du top 100. En 70e position, nous avons un jeu assez récent. Je parle d'un jeu où est-ce que dans le fond, nous allons... faire notre environnement de la forêt, des montagnes, des ruisseaux avec un placement de tuiles, avec un draft assez que j'aime beaucoup, un jeu assez d'introduction. Je parle ici du jeu Cascadia. Cascadia est un jeu justement comme nous allons avoir 4 tuiles et 4 dans le fond animaux associés à ces tuiles-là. Nous allons faire un draft, dans le fond nous allons choisir un des 4 et nous allons devoir placer la tuile dans notre tableau de tuiles tout simplement et nous allons devoir mettre l'animal sur un de ces tuiles-là. Nous allons devoir marquer des points de victoire à la fin de la partie en fonction de certains critères. Dans le fond, les saumons vont tenter de faire une longue ligne la plus longue possible. Les élans tenteront d'être regroupés dans un certain pattern que je pourrais dire. Les ours voudront être ensemble mais loin des autres ours et les aigles voudront se voir en ligne droite. C'est un jeu assez familial. Je vous dirais qu'il est sorti, c'est la même équipe qui a fait Calico. On dirait qu'ils ont compris que Calico a eu un gros succès avec la mécanique qu'il y avait, mais peut-être un petit peu moins familial puisqu'il était assez coupe-gorge à la fin de la partie. Lui, c'est complètement l'inverse. Les options sont assez restreintes en début de partie puisque notre tableau est très petit, donc nos décisions assez restreinte. Mais plus que la partie avance, plus nos options grandissent comparativement à Calico qui était plus restrictif. Donc en 70e position, c'était Cascadia. Ouais, vous voyez encore ma couette, hein, mais vivez avec. En 69e position, nous avons un jeu de Tower Defense, dans le fond, qui reprend un jeu d'une application justement qui a été très populaire, mais en instaurant une mécanique de placement de tuiles en polyomino. Je parle ici du jeu Kingdom Rush Rift in Time ou je me rappelle pas, c'est Faille temporelle qui est écrit. Dans le fond, c'est un jeu justement où est-ce que vous allez incarner un des personnages. Il y en a 6 dans la... Non, j'ai une extension, c'est vrai, il y en a 4 dans la boîte de base et 2 dans une extension. Il y a même d'autres extensions. Il y a même une deuxième campagne qui a été faite élémentaire, je crois. Je n'ai pas participé parce que la boîte de base est amplement suffisante dans le fond. Vous allez avoir des scénarios, c'est pas une campagne, c'est des scénarios tout simplement. Vous allez affronter justement des ordres qui vont arriver. Vous allez devoir tout simplement défendre votre château. Faire attention, certaines tuiles, si vous ne recouvrez pas certains monstres, ils vont avancer plus vite. Donc, c'est un beau aspect de savoir quoi battre en premier. La grosse particularité du jeu, c'est qu'il est assez difficile, mais il ne faut pas nécessairement détruire rapidement tous les monstres d'une shot. Il faut savoir, dans le fond, gager quand détruire certaines tuiles parce que les tuiles tours que vous allez mettre autour, qui vont être dans le fond la majorité des tuiles en polymino qui vont permettre de détruire les monstres, si vous ne les jouez pas, vous allez pouvoir le passer à un de vos coéquipiers et que ça va augmenter son efficacité de cette carte-là. La majorité des scénarios vont être de détruire des portails qui arrivent, mais je trouve que de scénario en scénario, il y a une belle variabilité plus qu'on avance dans la partie. Nous allons affronter des boss qui vont avoir une mécanique un petit peu différente de comment les battre. Et le jeu est vraiment difficile, mais un gros sentiment justement d'avancement. De partie en partie, le jeu se complexifie. Je vous dirais, son point négatif, c'est la mise en place. C'est assez long à placer. Si vous n'avez pas la solution de rangement que je vais avoir prochainement pour les polyomino, c'est assez long, on étend ça sur la table. C'est assez restreint. La boîte est assez grosse aussi. Petit point bémol à ce point-là. Mais j'ai beaucoup de plaisir, surtout à jouer en solo, je vous dirais, en contrôlant 2 personnages. Donc, c'était en 69e position, Kingdom Rush Faille temporelle. En 68e position, nous avons un jeu fraîchement arrivé. C'est un jeu où est-ce que, dans le fond, vous allez coloniser la Lune avec du placement de tuiles. Je parle ici du jeu Luna Capital. Luna Capital est un jeu justement où est-ce que vous allez construire dans le fond un tableau devant vous de 12 cartes et avec des tuiles qui vont représenter des buildings. Les buildings vont marquer des points de victoire en fonction de qu'est-ce qu'il y a d'adjacent. En majorité, c'est ça. Donc,
Vous aurez, dans le fond, un choix de 4 cartes et des tuiles en dessous. L'aspect que j'aime beaucoup de ce jeu-là, c'est que le puzzle augmente, rediminue, augmente, rediminue. C'est dans le fond, vous allez avoir 4 phases de jeu. Et dans ceux-ci, il y aura 4 rondes de jeu dans chaque phase. À chaque fois, vous allez, dans le fond, prendre une carte. Vous allez devoir mettre une carte sur votre tableau. Vous allez avoir une tuile à placer au début. La deuxième ronde, vous allez avoir 2 tuiles. Troisième ronde, 3 tuiles, ainsi de suite. Donc, le puzzle augmente parce que placer une tuile, c'est simple, mais lorsque vous allez passer à 4 tuiles, vous allez être assez restreint dans vos emplacements. Il y a des fois des buildings que vous ne voudriez pas mettre tout de suite nécessairement. Donc, justement, c'est que le puzzle se complexifie. Après ça, on a un petit lousse en plaçant juste une tuile. On augmente. C'est vraiment l'aspect justement du puzzle que j'aime beaucoup. L'aspect de upgrader la difficulté, mais retomber justement un petit peu. Donc, en 68e position, Luna Capital. En 60e position, avec un jeu de deck building, nous allons tenter de garder nos amis avec nous et peut-être voler des amis à nos adversaires. Guess who likes you? Donc, en 67e position, nous avons le jeu Fort. Le jeu Fort, justement, est un deck building où est-ce que vous allez faire des points de victoire en général. Le but va être tout simplement de se rendre à 25 points de victoire. Ça va déclencher la fin de partie. Et celui qui a le plus de points à la fin de la partie remporte la partie. Vous allez tenter de construire votre fort, qui est un gros moyen de faire des points. L'extension des chats et des chiens balance un peu le fait que vous êtes moins obligé de vous rendre au maximum, parce que je vous dirais que la plupart des parties, c'était celui qui se rendait son fort au maximum qui remportait la partie. Avec l'extension des chats et chiens, ça balance ça. Mais à Fort, dans le fond, c'est que vous allez jouer un set d'amis. Vous allez jouer une carte pour son pouvoir et en fonction des cartes d'un certain icône, vous allez bonifier justement cette action-là. Qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est que même lorsque vous ne jouez pas, vous avez une décision. Vous pouvez jouer une carte du même suit pour gagner le même bonus, soit d'augmenter votre fort, de gagner des ressources, de déplacer des ressources dans votre pack, dans votre sac à dos dans le fond. Donc, il n'y a pas vraiment de temps mort. Par contre, il faut savoir quand suivre votre adversaire et quand ne pas le suivre, parce que rendu à votre tour, si vous avez utilisé trop de cartes, peut-être vos actions seront moins intéressantes. Par contre, toutes les cartes que vous n'aurez pas jouées à votre tour iront dans votre yard, dans votre appart. Dans le fond, ils seront disponibles à tout le monde. Donc, vos adversaires pourront voler vos amis puisque vous les avez délaissés. Il y a 2 amis qui sont vos meilleurs amis qui ne seront pas disponibles avec ceux-ci. Donc, l'aspect justement de laisser disponibles certaines cartes ou de prendre des décisions de « Ah, celle-là est vraiment forte. » Il y a des cartes qui sont vraiment fortes, mais si vous ne les utilisez pas, vous n'êtes pas capable de les utiliser. Vous les rendez disponibles à vos adversaires. Donc, un aspect à penser que j'aime beaucoup. Certains aimeront pas ça qu'on vienne chambouler nos plans en volant nos choses. Moi, j'aime beaucoup ça, surtout dans une partie à 2 joueurs, ça roule assez vite. À 4 joueurs, c'est plus intéressant pour le follow, donc pour suivre durant les autres tours. Donc, un jeu assez bien balancé en fonction du nombre de joueurs. Donc, en 67e position, nous avons Fort. En 66e position, nous allons tenter de faire la plus belle forêt, dans le fond, avec les différentes arbres, faire des suites. Le citronnier! En 66e position, je parle du jeu Arboretum. Arboretum est un petit ovni, je trouve. C'est un jeu qui me coûte quasiment rien, c'est en bas de 20 $. Ça a l'air d'absolument rien. Le jeu va être assez simple. C'est à votre tour, vous piochez 2 cartes, soit de la pioche centrale, soit de des pioches respectives de vos adversaires ou de la vôtre. Dans le fond, et à la fin, nous allons jouer, dans le fond, piocher 2 cartes, vous en jouez une, vous en défaussez une. Donc, vous mettez disponible à quelqu'un d'autre une carte. Donc, il faut bien penser qu'est-ce qu'on met disponible à vos adversaires. Nous allons tenter de faire des suites d'arbres avec des chiffres. Donc, nous allons tenter de mettre un 1, peut-être un 3, un 5 et un 6, certaines couleurs. Nous pouvons faire pas obligé d'être en ligne droite à ceux-ci. Pas obligé non plus d'être de la même couleur. Tant que le début et la fin sont de la même couleur, vous allez marquer un nombre de points égal au nombre de cartes. Par contre, si vous avez 4 de même arbre, vos points vont être upgradés. Je crois qu'ils sont doublés en fait. Si vous placez en plus un 1 dans cette série-là, vous allez avoir un point bonus. Si vous placez un 8, vous allez avoir 2 points bonus dans ceux-ci. Qu'est-ce que ça a de particulier? C'est qu'à la fin de la partie, vous allez scorer en fonction des majorités que vous avez dans vos mains. Donc, si vous avez une ligne qui compte pour les arbres rouges, assurez-vous que dans vos mains, le total des chiffres soit en rouge soit supérieur à ceux de vos adversaires. Donc, si vous faites une suite, j'ai peut-être tendance, Joe, il fait les cartes rouges. Un beau 7 rouge ici. On va le garder dans ma main juste pour pas qu'il puisse scorer sa belle ligne de 5 rouges.
Petit aspect vraiment très intéressant, puisque dans nos mains, nous allons accumuler souvent plus de cartes pour nuire à vos adversaires que vous aider. C'est ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là. Par contre, nous allons nous nuire un peu avec ceci, puisque nous allons donc garder quand même les majorités pour les cartes que nous avons. Autre aspect de fun, vous dites, un 8, je vais garder dans mes mains pour être majoritaire. Si quelqu'un a un 1 dans sa main, il annule le 8. Donc, un petit aspect vraiment intéressant. C'est un jeu qu'on comprend pas trop au début. Souvent, on pige des cartes, puis on veut juste garder des cartes, les jouer, mais on veut pas en défausser. C'est vraiment le fun à ce niveau-là. Il y a également, justement, un gros aspect, casse-tête. Je laisse-tu cette carte-là, je vais trop aider l'adversaire. Donc, j'adore ce jeu-là. En 66e position, Arboretum, je vous avoue qu'il shine plus à 4-2 joueurs, je vous dirais. 2 joueurs, vous donne un petit conseil. Défausser 3 cartes du paquet, comme ça on ne sait pas trop qu'est-ce que l'adversaire peut avoir dans ses mains. Sinon, on joue avec toutes les cartes, donc on voit tout passer à majorité, donc on doute pas mal qu'est-ce que l'adversaire a dans ses mains. En 65e position, nous avons un jeu où est-ce que nous allons, dans le fond, nous allons construire des gros bâtiments. Mais c'est un placement d'ouvriers avec beaucoup d'ouvriers. Donc, en 65e position, nous avons les architectes du Royaume de l'Ouest. Qu'est-ce que j'aime de ce jeu-là? Un placement d'ouvrier classique où ce que nous allons mettre. Un ouvrier gagne du bois, mais un deuxième ouvrier gagne 2 bois. Mais un ouvrier gagne 3 bois. C'est l'aspect justement le fun à ce niveau-là. Et à un moment donné, il commence à avoir pas mal de bleus sur le board qui sont pas mal beaucoup dans la carrière. C'est louche. On va mettre un ouvrier pour aller capturer les ouvriers de votre adversaire et ensuite les envoyer en prison. À quoi ça va nous servir? C'est que les envoyer en prison, nous allons gagner de l'argent. L'argent va servir justement à faire d'autres actions. Nous avons un marché noir si vous voulez être un architecte véreux, justement. Mais en même temps, justement, sur le marché noir, nous allons être moins vertueux. Nous ne pourrons pas aller fournir à la cathédrale qui est une bonne source de points de victoire. Quoique justement, les bâtiments que vous faites donnent beaucoup de points de victoire à ce niveau-là. Nous allons engager aussi des architectes, des aides architectes en fait, qui vont vous donner des icônes pour faire certains bâtiments. Donc, c'est un petit placement d'ouvrier qui se joue aussi bien, mais à 2, un petit peu moins bien, je vous dirais, de mettre l'automa qui est dedans pour justement être 3 pour avoir un petit peu plus d'interaction, mais je vous dirais qu'à 4, il shine beaucoup. Donc, c'est en 65e position, les architectes du Royaume de l'Ouest. En 64e position, je vais juste vous donner un indice pour vous trouver, on va aider des chats. Can anyone who loves animals that much really be crazy? Eh bien oui, en 64e position, nous avons l'île des chats. L'île des chats, qu'est-ce que c'est vraiment le fun du jeu? C'est que vous avez deux manières de le jouer, soit familial justement, où est-ce que vous allez pas vraiment jouer avec les cartes, mais sinon il y a la version justement expert, je vous dirais, c'est plus un jeu qui devient médium, je vous dirais. C'est justement avec les cartes, et les cartes, je vous conseille de faire le draft justement, c'est que vous allez prendre des cartes et ces cartes-là vont vous donner soit des bonus, soit de pouvoir sauver plus de chats, justement, ou de donner des ressources pour pouvoir, justement, acheter des chats qui vous n'auriez pas accès nécessairement, ou même des ressources qui vont vous permettre de vous garder ces cartes-là. Un beau petit puzzle, justement, Tetris à travers le plateau. Souvent, ce que j'aime, c'est justement les cartes objectifs personnels qui sont cachés. Vous allez tenter de remplir certains emplacements dans votre bateau qui vont vous donner de plus en plus de points. Ce que j'aime un petit peu moins du jeu, je vous dirais, c'est qu'il y a certaines cartes qui vous disent « Ah, on vous donne 3 points si vous... » En fait, on vous donne 3 points si vous laissez des rats visibles sur votre bateau. Par contre, tous les rats sur votre bateau valent moins 1. Donc, tu me donnes pas 3 points, tu m'en donnes juste 2 puis tu annules l'effet. Petit aspect bizarre, je trouve, à ce niveau-là. Mais c'est un beau puzzle, justement. On va essayer aussi de regrouper plus des chats de la même couleur. Nous allons souvent peut-être aussi drafter des chats qui nous aident un peu, mais qui auraient beaucoup trop aidé notre adversaire. Donc, c'était en 64e position, l'île des chats. 63e position, c'est un jeu justement de end management. Nous allons essayer d'avoir la meilleure main qui vont faire des combos entre eux dans une petite boîte. Il y a même un jeu Red Rising qui est sorti que je trouve qui complexifie le jeu. Vous aurez compris qu'en 63e position, nous avons le jeu Fantasy Realm. Fantasy Realm, c'est vraiment
un jeu, justement, quand vous parlez d'épurer un jeu à sa plus juste valeur et qu'il est efficace. Vous allez avoir une main de carte, justement, et vous allez tout simplement piocher une carte, en défausser une. Piocher une carte, défausser une carte. Vous pouvez piocher sur la pioche ou derrière les cartes qui sont défaussées. Vous avez accès à toutes les cartes défaussées, pas seulement celles qui sont sur le dessus. Et en fonction de ces cartes-là, vous allez développer des combos, comme vous pourriez avoir une créature, justement, qui fait 35 points, mais qui annule toutes les flammes dans votre deck. Donc, si vous avez une flamme qui donne plein de bonus en fonction de qu'est-ce que vous avez dans votre main, mais il serait tout annulé. Par contre, si vous aviez un sorcier, il annule les malus des créatures. Donc, cette malus-là est enlevée. Aussi, si vous avez le bouclier et l'épée et le prince, ça vous donne 100 points. Donc, cet aspect, le deck n'est pas trop gros, justement, pour ne pas diluer tous les combos possibles. C'est un jeu, justement, qui se joue rapidement. C'est d'un 3 à 7 joueurs, mais qui se joue avec une petite variante à 2 joueurs, qui est franchement, vraiment très bien de mon côté. Donc, c'était en 63e position, Fantasy Realm. En 62e position, nous incarnons des magiciens qui tenteront de battre des créatures pour protéger notre village dans un jeu coopératif de deck building. C'était bien entendu le classique Aeon's End. Aeon's End, c'est justement, vous allez incarner des magiciens. L'aspect vraiment intéressant de ce jeu-là, ce n'est pas la variété entre les mages que vous allez incarner, parce que la petite asymétrie que vous avez avec des pouvoirs variés, justement, c'est assez léger. Ça ne changera pas nécessairement dans votre gameplay, je vous dirais. C'est surtout dans les monstres que vous allez affronter, puisque les monstres vont interagir avec vous de manière différente. Ils vont peut-être accumuler plein de petits minions, justement, avec eux, qui vont vous donner juste des petits dégâts, mais plus qu'il y en a, plus ça fait de dommages. Ou sinon, ils vont mettre un jeton sur le marché en fonction du nombre de cartes qui sont sur le marché, ils vont faire plus de dégâts. Donc, une belle variabilité à travers les monstres. L'aspect qui est vraiment le fun, c'est que vous pouvez vraiment préparer vos combos, puisque vous allez préparer votre deck, vous allez mettre des cartes dans votre défausse et vous n'allez jamais brasser cette pioche, donc vous allez essayer de coller certaines cartes ensemble pour faire vos combos, pour faire des attaques. Je ne sais vraiment pas pourquoi il n'y a pas plus de jeux qui essayent cette petite variabilité-là de jamais brasser son deck, c'est vraiment excellent. L'aspect peut-être que j'aime un petit peu moins des Aeon's, c'est que le marché central, si vous le construisez un peu comme vous le voulez, j'aurais aimé peut-être une petite un paquet ou sinon 2 paquets où est-ce que les cartes sont variées, sinon vous avez votre marché et c'est tout ça pour tout le long de la partie. C'est le seul défaut que j'ai. J'aime beaucoup les deck building où est-ce que justement le marché se renouvelle. C'est sûr qu'il y a un aspect plus de chance si on tombe avec les bonnes cartes, mais j'aurais aimé ça peut-être 1 ou 2 pioches justement à ce niveau-là. Donc, en 62e position, nous avons Aeon's End. En 61e position, nous allons tout simplement incarner des vignobles justement en Italie pour construire de magnifiques vins et magnifiques vignobles. Mom's not gonna like this. Don't tell Mama what Mama don't like. Évidemment, je parle du jeu Viticulture et ici, j'inclus l'extension Tuscany justement, parce que sans Tuscany, je le trouve assez amer en bouche, votre vin. C'est un jeu justement de placement d'ouvriers, où est-ce que vous allez, dans le fond, faire des bâtiments sur votre plateau personnel. Vous allez poser des vignes justement pour récolter le raisin, augmenter vos caves pour faire de meilleurs vins, faire vieillir vos raisins, pour réaliser des commandes. Le jeu a un petit aspect spécial justement avec les cartes qui vont vous donner des bons bonus. Il faut vraiment pas les sous-estimer. J'ai tendance à sous-estimer les pouvoirs des cartes qui pourraient justement avoir une interaction avec les autres joueurs. Le jeu, je vous dirais qu'il shine mieux. C'est un jeu de 1 à 6 joueurs, mais il shine mieux en nombre pair, puisque le nombre d'emplacements va être plus tight en fonction du nombre pair. Parce que si vous êtes 2 joueurs, vous prenez juste le premier emplacement. Si vous êtes 3 joueurs, vous prenez 2 emplacements. Si vous êtes 4 joueurs, vous prenez 2 emplacements. Donc, vous avez les mêmes emplacements, donc ça devient plus tight. Avec des bonus à certains emplacements. Donc, vraiment un aspect vraiment le fun à ce niveau-là. Un petit aspect, justement, peut-être que j'aime le moins, c'est moi, avec mes vignes que j'ai faites, je fais surtout du blanc et je me mets à piocher des commandes pour essayer de faire plus de points à ce niveau-là. Et je paye juste des vins rouges qui ont besoin de vignes rouges. Donc, c'est assez dur aussi de virer de base sa stratégie pour passer avec des raisins rouges au lieu des raisins blancs.
C'est le seul défaut, justement. J'aime beaucoup que les cartes, justement, sont vraiment fortes parce que c'est des actions qui semblent moins intéressantes, mais lorsqu'on joue les cartes, ça devient vraiment intéressant. Ça va nous permettre de faire des actions qui seraient peut-être bloquées sur certains emplacements. Nous avons le moyen aussi, on commence avec un certain nombre d'ouvriers, et plus la partie avance, nous allons en engager plus. Donc, il y a un aspect de savoir quand aller en chercher aussi. C'est une course avec l'extension à 25 points, donc c'est un aspect que j'aime beaucoup, les aspects de course à niveau de points, au lieu d'être un total à la fin. Donc, en 61e position, nous avons Viticulture. Et vous, dans ce top, y a-t-il des jeux que vous avez aimés, que vous avez déjà essayé, des jeux que vous n'avez pas vraiment aimés? Dites-moi ça en commentaire. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!